La pêche en eau profonde a épuisé plus de 80% de la ressource halieutique d'eau profonde dans l'Atlantique Nord-Est. Ce n'est pas à rendre service aux pêcheurs ni aux citoyens de cette planète d'autoriser cette pratique de pêche sursubventionnée, non sélective et dévastatrice de nos fonds marins. Pour 2 à 5 espèces commercialisables, ce sont des centaines d'autres qui sont sacrifiées, détruites inutilement. Je vous appelle donc, chers collègues, à voter l'amendement déposé pour mettre fin et interdire la pêche au chalut en eau profonde, afin de participer à la cohérence d'une réforme ambitieuse de notre politique commune de la pêche. Merci. En décembre 2013, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant au Parlement européen parce qu'il y avait un premier vote, il y en aura un second, sur l'interdiction du chalutage profond. Et le chalutage profond est considéré comme la méthode de pêche la plus destructrice de l'histoire, rien de moins, par les chercheurs. Les chercheurs s'étaient mobilisés massivement. Il y a plus de 300 scientifiques qui avaient écrit aux députés européens leur demandant d'interdire cette méthode de pêche. La société civile s'était vraiment mobilisée aussi, puisque plus de 800 000 personnes ont signé la pétition de Bloom pour faire en sorte que leur volonté citoyenne soit prise en compte par les élus. Et malgré ça, les députés ont rejeté la possibilité d'interdire cette méthode de pêche. Et donc, c'est vraiment important de comprendre comment fonctionne une institution aussi compliquée que le Parlement européen, parce que c'est très loin de nous, déjà, quand on est dans chaque État membre, en France, le Parlement européen, Bruxelles, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Et en fait, on se rend compte, le règlement chalutage profond, le règlement eau profonde, c'est un exemple qui permet de comprendre que quelques individus un peu toxiques à l'intérieur de ce Parlement, très proches des lobbies industriels, même porte-voix de quelques intérêts archi-sectoriels, peuvent faire dérailler un règlement européen. C'est d'une puissance incroyable. Quelques individus toxiques ont réussi à retourner un Parlement, alors que le Parlement, en général, sur des grandes questions de société comme ça, des grandes orientations, il aurait dû se prononcer très largement en faveur de l'interdiction du chalutage profond. Et donc comprendre comment ça c'est possible, c'est vraiment important, c'est presque un devoir de citoyen, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui, et il y en a quelques individus qui sont en général liés dans leur destin électoral à quelques entreprises, et qui construisent de toutes pièces un mensonge, avec souvent le soutien du gouvernement, ou des gouvernements, en l'occurrence du gouvernement français. Maintenant, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, eh bien, il faut vraiment comprendre les mécanismes de ce qui s'est passé pour qu'il y ait un décrochage entre la volonté scientifique, l'expression de la volonté citoyenne et la représentation politique de nos élus au Parlement européen. The deep sea is an incredibly extreme environment. The organisms have to be able to cope with a very low food intake, which means that they grow incredibly slowly and they live for a very long period of time. Et donc cet immense réservoir de biodiversité, il est protégé depuis la nuit des temps de nos activités, mais aussi de notre connaissance, puisqu'on commence juste à explorer tout cela. Mais il a été pendant longtemps protégé, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des filets de pêche qui vont prendre donc typiquement ce corail profond. C'est un corail, vous voyez, par sa taille, qui est au minimum pluricentenaire, sans doute plurimillénaire. Eh bien, on le rejette par-dessus bord, comme si c'était une ordure. Donc, quelle est la méthode de pêche qui permet de perpétrer en fait ce massacre ? Ça s'appelle le chalutage profond. Donc, ce sont des bateaux qui envoient des filets très lourds, lestés. Ils les prennent tout ce qui se trouve sur le fond, et puis ils arrachent tout ce qui se trouve en leur chemin. Donc vous imaginez évidemment que ce matériel-là, avant même d'avoir attrapé le premier poisson, il faut avoir dépensé pas mal de carburant pour tirer tout ça, puisqu'on parle d'océan profond. Ces bateaux de pêche vont pêcher jusqu'à 1800 mètres de profondeur. If people could see how bottom trawls catch fish, they'd be appalled. I have seen it. I've been down in the ocean and observed where these scrapers go across the ocean floor and take everything. It's like using
a bulldozer to catch songbirds. The trawl essentially sweeps away all that lives on the seabed when it's scooping up the fish near the bottom. And that means that it's an extremely destructive method wherever you use it, and particularly so in the deep sea where life lives at such a slow pace. The big trawl fisheries that I worked in, I didn't see a future in those fisheries. The intensity of the fishing pressure was so high. And I thought, this is something that needs to be dealt with. J'ai une opinion simple, je pense qu'il faut que ça n'existe plus. Parce que ce n'est pas de la pêche. Au fond, c'est un massacre, si on réfléchit bien, et c'est tout sauf de la pêche. Et donc, il faut que le Parlement se prononce. Il faut l'interdire, pas seulement, d'ailleurs, dans les eaux européennes, il faut l'interdire aussi, d'ailleurs, au niveau mondial. Quand on est un responsable politique, on a un engagement, on a des convictions, et au fond, on a envie de changer les choses, et on a envie que ça aille dans le bon sens. Eh bien, ça, c'est typiquement une décision qui est à notre portée. C'est-à-dire qu'on peut la prendre au Parlement européen, il suffit de le décider, et donc il suffit de le vouloir. On a une technique de pêche qui est destructive, qui est non sélective, des espèces qui ne sont pas biologiquement adaptées à ce type de prélèvement. Économiquement, c'est pas viable non plus, c'est sous perfusion de l'argent public. Je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Sur le plan de l'emploi, ça ne représente rien. Donc s'il y a une pêche qu'il faut arrêter, c'est celle-là. We have very powerful gears now that can even fish slopes going up and down and a steep angle. But actually it makes no economic sense because doing that is very expensive. You need very expensive gears and it costs a lot of fuel, fossil fuel. And so in that sense, it doesn't pay. And actually, if we would not subsidize this, I mean, if the taxpayer would not give substantial money towards deep sea fishing, it would not happen in the first place. Vous savez, j'ai un très très bon indice depuis très longtemps. Moi qui étais un petit garçon élevé en Bretagne, je demandais aux pêcheurs, est-ce que ton fils sera pêcheur? C'était vraiment mon test. Jusqu'à très récemment, oui. Et bien depuis 7-8 ans, aucun pêcheur, ni en Méditerranée, ni en Bretagne, ne me dit que son fils sera pêcheur, parce que la ressource est partie. Le problème aujourd'hui, c'est que les pressions de pêche, les systèmes de détection des stocks, les systèmes de capture sont tellement performants, en fait, qu'on dépasse ces seuils de renouvelabilité. Ils deviennent comme du nickel, en fait. On est en train d'épuiser quelque chose, comme on le ferait pour un minéral. Donc ça n'a pas de sens, c'est stupide, et je le crie souvent et très fort, nous scientifiques, on n'est pas du tout anti-pêche, on est anti-pêche stupide. Et sur le cas du profond, c'est absolument évident, on a un manque de connaissances absolument total avant d'aller exploiter quelque chose. Cette question de l'environnement en général et des grands fonds marins en particulier, de cette pêche dévastatrice, c'est vraiment une question d'égoïsme et d'altruisme. Si nous avons un minimum de considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas saccager ainsi un biotope aussi précieux. C'est un système si fragile et on arrive de façon si brutale à le dévaster en quelques heures en raclant les fonds sur des kilomètres. Tout ça pourquoi? Principalement pour les pays riches, c'est pas du tout pour soulager la faim dans le monde. C'est un tout petit peu comme si on prenait des œuvres de Rembrandt pour faire un feu de bois pour chauffer la soupe du soir. Ça n'a aucun sens. En plus, dans un contexte plus vaste, ça s'inscrit dans cette ignorance de la complexité du système de la biosphère, des systèmes écologiques. D'ici 2050, on aura perdu 30% de toutes les espèces sur Terre. Why are boats even fishing in the deep sea in the first place? Because we've drastically overfished accessible fish stocks since the 1980s, forcing fishing boats to fish deeper and deeper to make up for the missing resource. The damage occurs far from sight and sadly out of mind, but means the deep ocean is suffering from rapid and probably irreversible destruction. The deep sea should be as precious as the pyramids of Egypt. It is our common treasure. It forms the largest reservoir of unknown species on our planet. And some of this incredibly biodiversity will undoubtedly deliver solutions to the world in the future. For less than 10 targeted species, 100 other animal species are discarded. They're thrown overboard dead.
Among them, there are species such as deep-water sharks, which are already threatened by extinction. This is madness, but we can end it. Le chalutage profond, ça concerne en Europe, selon la Commission européenne, 11 bateaux. Ces 11 bateaux, ils sont français. C'est une toute petite activité, c'est même pas, c'est 1% des captures de poissons européens. Il n'y a aucun enjeu socio-économique, ce ne sont pas des poissons qui vont régler un problème de sécurité alimentaire, ils partent pas en Afrique pour régler des problèmes humanitaires, pas du tout. Donc on a un vrai problème avec cette méthode de pêche, d'où la décision de la Commission européenne de proposer son interdiction, en reconnaissant que cette méthode-là était particulièrement destructrice et qu'il fallait une mesure extraordinaire pour protéger des milieux océaniques qui sont eux-mêmes extraordinaires et que ça n'avait aucun sens d'envoyer cette efficacité technologique radicale dans un milieu où il y avait une telle lenteur biologique. Alors, pour ma part, donc, je suis particulièrement heureuse que nous puissions accueillir aujourd'hui les participants à cette table ronde pour débattre des nombreuses questions que soulève la pêche en eau profonde. Je vais passer la parole maintenant à Madame Cécile Bigot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Le gouvernement considère qu'il n'est pas possible d'accepter une mesure qui viserait à interdire purement et simplement l'utilisation de certains engins, notamment le chalut de fond. Il ne faut pas oublier que je pense qu'il est très facile d'interdire une pêcherie, mais il est plus difficile de la réguler, de la réglementer. Par contre, c'est beaucoup plus, je dirais, important de la réguler et de la réglementer à partir du moment où derrière nous avons le défi alimentaire mondial. Ne l'oublions pas non plus. Ça paraît tellement simple, ça paraît tellement évident d'interdire le chalutage profond que je pense que les ONG, nous en tant que citoyens, on a quand même pensé que ce serait assez rapide et assez simple. Et ça, c'était sans compter la peur qui a pris quelques industriels de la pêche qui tiennent les organes de représentation politique des pêcheurs, qui se sont dit mais c'est le début d'une interdiction. Ils interdisent aujourd'hui en profondeur et demain ils vont interdire où? Sauf que interdire une méthode de pêche qui est dépendante des subventions publiques parce qu'elle est extrêmement consommatrice de gasoil. Ça veut dire que si en plus elle est déficitaire, ça veut dire qu'elle ne doit sa survie qu'aux subventions. Sans les aides publiques, sans les subventions publiques à ces méthodes de pêche, le modèle de pêche, il disparaît. Les bateaux ne quittent pas le port. Et donc il fallait surtout pas permettre, pour les lobbies industriels, il faut pas permettre cette remise en cause. Et c'est pour ça que c'est devenu une guerre de tranchées avec les ONG et les chercheurs, et qui sont prêts à tout, y compris à mobiliser leur réseau politique, notamment Michel Barnier à la Commission européenne, pour faire en sorte qu'on ne permette pas d'interdire des méthodes de pêche, quelles qu'elles soient en fait. The Scottish, French, and Spanish trawl industries have organized to try to defeat a legislative proposal that's been put forward by the European Commission to phase out deep-sea bottom trawling. The artisanal fleet represents more than 80% of the entire sector. However, these countries seem to be influenced rather by specific smaller but yet powerful interests in these countries rather than the public common interest. C'est ce côté régional, c'est cette pression, le régional, qui était, il ne faut pas oublier, qui a été relayé par les gouvernements français et espagnols, et aussi portugais. Bertrand Poncher pour le groupe UDI. Ce texte avait été proposé par la Commission européenne, la France notamment, ayant été accusée de refuser de participer aux discussions. Pas s'étonner que beaucoup d'organisations mettent le doigt sur ces vrais problèmes d'harmonisation de la position française, parlant notamment de lobby de la pêche industrielle, pour obtenir le soutien d'une majorité de députés. Alors, blocage politique de la France sur un dossier européen, comment ça se passe? Il y a plusieurs façons de bloquer un dossier. D'abord, empêcher qu'il progresse, c'est déjà un blocage. Et ensuite, une fois qu'il a progressé, lui mettre un parcours vraiment du combattant. Au niveau du Conseil, le Conseil, c'est totalement opaque. Ce sont les ministres des pêches européens qui se réunissent. Personne ne sait rien de ce qui se passe dans cette espèce de grande braderie où ce ne sont que des jeux d'influence. Frédéric Cuvillier, donc le maire de Boulogne-sur-Mer, qui est devenu secrétaire d'État à la pêche et qui a au-dessus de lui un ministre de l'écologie, a bien délimité sa circonférence d'intervention. Il dit « la pêche, c'est mon domaine, personne ne s'en approche ». Donc on a Delphine Batho, Philippe Martin, qui n'ont pas
eu la possibilité politique ou le courage, ça j'en sais rien, de dire « Attendez, ça va pas se passer comme ça ». Aujourd'hui, on a Ségolène Royal, et c'est vrai qu'on attend beaucoup de Ségolène Royal pour qu'elle mette un peu fin à ce règne de l'opacité. Ensuite, on a des députés au Parlement européen. Et là, les choses se gâtent. Donc, ils ont utilisé les processus politiques plutôt que l'argumentation objective. Parce que l'argumentation objective, elle n'est pas du tout en leur faveur. On avait des députés qui avaient de forts intérêts dans les régions littorales européennes. Et certains de ceux-ci, notamment en France, Alain Cadec, député UMP Bretagne, et Isabelle Thomas, députée PS Bretagne, ont tout fait pour bloquer le règlement et surtout retarder de plus en plus les échéances. So far, we haven't yet seen a real change in the French government position, and it's something that's disappointing to us. Again, because of the strong role that France has played on marine conservation generally, but when it comes to deep sea fishing, there's a lot of pushback from the industry in France. Au niveau du Parlement, il y a 2 députés européens de gauche et de droite qui bloquent depuis 18 mois l'avancée de ce texte. Il y a une vraie contre-offensive soutenue par l'industrie qui se fait au niveau des îles de Bretagne. Et enfin, au niveau du Conseil, au niveau des ministres, on a un ministre des Pêches aujourd'hui qui, alors qu'il dépend du ministre de l'Environnement, dépend les intérêts exclusifs de 2 ou 3 entreprises. Pour mémoire, c'est quand même l'ancien maire de Boulogne, l'une des villes importantes de la pêche industrielle en France. Bon, si on veut être élu maire de Boulogne ou député, ou si on veut être élu au prochain mandat du Parlement européen ou au Conseil général ou un futur dans l'Assemblée nationale, il ne faut pas se mettre à dos un secteur, enfin il ne faut pas rentrer en conflit avec un secteur important de l'électorat local. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, s'est fortement opposé à l'interdiction de la pêche en eau profonde, prétextant les lourdes conséquences socio-économiques. Nous avons participé à chacune de ces rencontres européennes. Nous avons renoué le dialogue avec la Commission et les premiers résultats sont là. Nous avons eu une attitude extrêmement offensive depuis maintenant une vingtaine de mois que je suis en responsabilité. C'est la réalité politique, je dirais, c'est plus qu'une réalité politique, c'est plutôt une réalité électorale. Donc un dossier bloqué par la France, clairement. Dans le cas du dossier pêche profonde, ils étaient très très mal en fait, les députés européens qui étaient proches des lobbies et qui voulaient faire entendre la voix des quelques entreprises de pêche de Bretagne. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les conseils d'un cabinet de lobbying qui s'appelle G+ Europe. Donc la réputation de G+ Europe, quand les gens en parlent, ils disent c'est pas le plus gros mais c'est le plus sale. Voilà, c'est comme ça qu'on parle de G+ Europe au niveau européen. Et donc ce cabinet de lobbying maîtrise parfaitement les procédures législatives et les procédures internes au Parlement, à la Commission. Et donc ce cabinet les a très bien conseillés. Ils leur ont dit, puisque vous êtes complètement à poil au niveau du contenu, eh ben on va jouer sur tout ce qui est de plus toxique et ce qui est de plus sale en politique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que par exemple, ils ont demandé une audition. Donc il y a une audition publique au Parlement européen, et les intervenants de cette audition, ils sont décidés par les coordinateurs politiques de chaque groupe politique, donc tout le monde peut intervenir sur le choix des intervenants. Et donc ils ont envoyé, les lobbies industriels ont envoyé leurs chercheurs, il y a toujours la recherche d'État qui dit exactement ce que les lobbies veulent, donc ils ont envoyé leurs chercheurs. Mais il n'y avait pas d'industriels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pêcheurs industriels. Donc nous on était un peu surpris quand on a vu cette première audition publique, on s'est dit peut-être que leur stratégie c'est de faire porter leur combat par des chercheurs, ça pèse peut-être plus lourd que de venir dire « moi, ma flotte de pêche, elle est formidable, faites-moi confiance ». Mais c'était pas du tout ça la stratégie. L'audition publique s'est déroulée. Dès le lendemain, les industriels, donc français, espagnols et surtout écossais, parce qu'ils se sont alliés entre eux, ils ont envoyé une lettre au président de la commission de pêche, cette toute petite commission de pêche où il y a seulement 25 députés au Parlement européen qui décident de toutes les affaires de la pêche européenne, c'est quand même intéressant. Ils ont envoyé une lettre et ils ont dit cette audition, elle était complètement biaisée. Donc on en veut une autre, on n'a pas été entendus. Mais ils auraient pu être invités à parler. Ils n'ont pas été invités à parler parce que c'était une stratégie pour avoir un prétexte, pour avoir une autre audition publique. Et ensuite, il y a les problèmes d'agenda. Et là, le secrétariat joue sa part, parce qu'évidemment, le secrétariat de la commission pêche du Parlement est très orienté et sous pression directe des lobbies bretons. Donc on a eu une première étape
un retard de plusieurs mois parce qu'il y avait juste cette audition. Pourquoi retarder par toutes ces astuces? Pourquoi retarder le processus législatif? Parce que quand on était au Parlement en 2012-2013, on savait qu'il y avait les élections européennes en mai 2014. Et quand on change de commission européenne, on perd Maria Damanaki, la commissaire à la pêche, qui, elle, a eu la volonté politique de dire les gros problèmes, on va les régler. Et on va tracer une vraie voie pour reconstituer les stocks de poissons en Europe. On a fait n'importe quoi jusqu'à présent. Ça suffit la blague. Maintenant, moi, je vous propose des choses fortes. Mais évidemment, c'est la crainte absolue des lobbies industriels, cette femme. Parce qu'elle a du courage politique. C'est la dernière chose qu'on demande à une commissaire européenne à la pêche. Donc voilà, se rapprocher de cette zone fatidique de changement de parlement et de changement de commissaire européenne, c'est exactement ce que les lobbies industriels, par le biais de leurs députés au Parlement européen, ont cherché à faire. Somebody asked whether we should stop trawling and whether we could improve the existing rules to make everything better. Well, I think if we were able to ban bottom trawling and move to long lining, there'd be much less impact on the seabed. And you can see here that the impacts of bottom trawling on the seabed are more than all the other activities added together, even if we take the lowest minimum value one here. As in any mixed fishery, if you have an exploitation rate for the main commercial species which produces maximum sustainable yield, this is likely to be too high for some of the less productive species in the ecosystem. We've done an analysis of all of the trawling-based literature that we could find in the scientific literature, and we found that there were 74 studies that dealt with trawling in the deep sea. Not a single one of them suggested that this was a good thing to do. The results that are coming up are quite striking, and this is just some information for you to help building an opinion. Using the case study of the Azores, and we are in the process of applying the same methodology at a global scale, we come up with results of the impact of one bottom trawl similar to about 16 to 2,500 long line sets. If we compare, if you try to imagine 1 year of trawling, it will most likely have the same impact of 5 to 800 years of long lining. Alors je passe la parole maintenant à Monsieur Philippe Curie. Je vais revenir sur la première question qui a été posée sur l'histoire de la pêche, parce que c'est vraiment caractéristique de la pêche profonde. Nos pêches depuis 50 ans, ça a été des surexploitations séquentielles. Alors bien sûr, on a surexploité localement, après on a été plus loin, au large, au turier, et puis on a pêché d'autres espèces, des petits poissons pélagiques. Tout ça, ça a été quantifié, je peux vous donner les cartes au niveau mondial. Et puis aujourd'hui, bien sûr, c'est le dernier bastion, la dernière frontière, ce sont les ressources profondes. Alors, pourquoi on importe 70%? Dommage que le monsieur Dorian est parti, mais pourquoi on importe 70% de nos produits marins? Eh ben, c'est parce que on est en chute libre, les captures sont en chute libre, parce qu'il y a la gestion européenne est une des plus catastrophiques au niveau mondial. Parmi les 54 espèces d'eau profonde incluses dans la proposition de la Commission, et selon le CIEM, vous avez 21 espèces qui sont considérées comme épuisées ou risque d'épuisement, et parmi ces 54, vous en avez 26 autres espèces qui sont totalement reconnues car elles n'ont jamais été évaluées. Donc, de cette statistique, seules 3 espèces ont un ou plusieurs stocks qui sont considérés comme étant en bon état. Les seules connaissances que nous avons, elles sont basées sur des captures, sur les captures des bateaux. Il n'y a pas d'évaluation indépendante de la ressource. Et du coup, c'est intéressant d'avoir les données des pêcheurs, c'est mieux que rien, mais ça ne permet pas de savoir combien il y a de poissons dans l'eau. Donc tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions. D'ailleurs, le CIEM est passé, après l'augmentation des quotas qui était très favorable à la France, le CIEM a fait une note en disant « Attention à l'utilisation des données de pêche pour l'évaluation des biomasses. On ne peut pas faire ça. » Amendments have been tabled, which we will vote on tomorrow, calling for deep-sea trawling below 600 metres to be banned. That reflects the position that the Commission has put forward. It makes clear that this activity is deeply harmful. And there is growing support across this House for these proposals, because we all realise that at these depths it takes an enormously long time for the marine ecosystem to recover once it is damaged.
300 marine scientists have written to us saying we should stop this activity because of the damage. That's more scientists saying stop it than our fishermen on a regular basis actually doing it. For heaven's sake, let's listen to the science. Remember, we can always go back to start trawling if there's a seabed to trawl. We can't stop it if we've destroyed the seabed, because if we do that, it's gone for our lifetimes. Moi, ce qui m'a sidéré dans le processus parlementaire, puisque toutes les sessions sont publiques et on peut y assister, c'était de voir la résistance de quelques individus, notamment ces élus bretons, qui ont fait comme si tout ce qu'ils entendaient, d'un point de vue scientifique international, n'existait pas. Non mais c'était merveilleux. Par ailleurs, M. Blasdale nous dit que les stocks sont, s'agissant de la ressource, que les stocks sont bons. En tous les cas, ont plutôt tendance à se reconstituer. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. It's not quite correct to say that I was saying that the stocks are now recovering. What I was saying is that the decline in most stocks that we're assessing appears to have halted. And we believe that exploitation or mortality is now at a rate that would allow recovery to take place. Et donc ils disaient oui, mais merci de votre intervention. Donc vous dites que c'est durable. Non, on vient de vous dire que c'est pas durable. En fait, c'était vraiment incroyable. Ils avaient carrément comme une espèce d'obsession mentale. Et ils ont été aidés en cela par un papier de position qui avait été produit par l'IFREMER. Et l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui est un institut financé par l'État. C'est de la recherche d'État, c'est pas de la recherche indépendante comme une recherche universitaire. Ils ont demandé à l'IFREMER, sortez-nous de cette impasse, on n'a aucun alibi. Donc ils ont produit, l'IFREMER a produit un petit texte comme ça sur son site internet qui disait que le chalutage profond, ça allait en fait, il ne fallait pas trop s'inquiéter. Ce texte-là, c'est pas une publication scientifique. Jamais il n'aurait été publié dans une revue scientifique. Il n'y a pas le début d'une argumentation, il n'y a pas de référence scientifique, ça vaut rien. Et ce papier-là, ce papier de position de l'IFREMER, il a été utilisé, il a été brandi par Isabelle Thomas, par Alain Cadec, tout le long du processus. Pendant toute l'année, et dans tous les médias français, on voyait revenir un document de l'IFREMER qui avait été sorti sur leur site internet, qui était non signé, non sourcé, qui disait que la pêche profonde était durable, que les stocks se portaient bien, que l'impact sur les écosystèmes marins n'était pas important parce qu'on ne pêchait pas dans les zones où il y avait des coraux, des éponges. Quatrièmement, la note IFREMER évoquée par Olivier Falorni, je me suis permis de le transmettre aux 300 députés socialistes. Ces dernières semaines, à plusieurs reprises d'ailleurs. C'était une aberration au vu de toute la littérature scientifique existante qui était revue par des pairs dans des publications scientifiques officielles. La note d'IFREMER du mois de juin évoque parmi d'autres éléments le fait que 73% des 3 principales espèces grenadier, lingue bleue et sabre noir ont atteint un niveau de durabilité. J'étais justement à Londres hier pour une table ronde avec des dizaines d'universitaires anglais qui regardent ce qui se passe en France de façon un peu effarée. Ils disent mais comment est-ce que vous arrivez en France à créer des controverses scientifiques là où il n'y en a pas ? Ce papier, ce n'est pas un papier de position. Ce papier, il avait une intention pédagogique. Dans cette intention pédagogique, il y a un certain nombre de raccourcis qui ont été faits, et ils ont probablement été trop raccourcis pour essayer d'exprimer de manière simple des choses qui sont, vous l'avez tous vu, des choses extrêmement compliquées. Et c'est la seule publication qui n'en est pas une, qui puisse dire un truc aussi énorme. Ça passerait absolument pas les fourches codines d'une publication internationale. Personne ne peut publier ça en tant que chercheur et garder une réputation au niveau de sa production scientifique. Donc on voit que l'IFREMER était en mission de sauvetage des lobbies industriels de la pêche. Et d'ailleurs, l'IFREMER, c'est les chercheurs de l'IFREMER qui ont aidé les pêcheurs industriels français à développer le chalutage profond, à trouver les zones de pêche, à trouver des nouvelles espèces. Donc ils ne voulaient pas se dédire non plus de ce qu'ils avaient fait par le passé. Par le passé, la recherche française et les aides publiques françaises ont aidé nos industriels à développer ces méthodes de pêche complètement délirantes. On se rend compte qu'il y a une activité bien organisée de la recherche d'État, des pouvoirs publics, des élus européens et des élus aussi à l'Assemblée nationale pour créer du doute ou même faire carrément passer des gros mensonges en masquant
des données. Donc il y a des données qui devraient être publiques que nous, on demande, qu'on réclame à corps et à cri depuis des mois et qu'on n'obtient pas. Et cette petite mascarade, elle dure depuis le Grenelle de la mer en 2009, où déjà les ONG demandaient l'interdiction du chahutage profond. Et il y a eu toute une grosse machination en fait de l'État, en fait, avec les pouvoirs publics, les industriels et la recherche qu'on croyait être indépendante. Et on a découvert avec un immense dépit que l'Ifremer n'était pas du tout autonome. Les chercheurs de l'Ifremer sont orientés. Et évidemment, pendant le Grenelle de la mer, on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui étaient vraiment des individus au sein de l'Ifremer, hein, parce qu'il y a des gens merveilleux à l'Ifremer. Et tous les chercheurs merveilleux de l'Ifremer, eux, par contre, ils ont payé très fort le prix des dommages de réputation que ces quelques individus ont causé à l'Institut de recherche. Sur l'aspect économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette pêcherie est économiquement durable. Les chiffres sont à la disposition de messieurs les députés et mesdames les députés. Les comptes sont publics. On a tous les comptes, ça coûte 13 € et quelques de les acheter, mais vous pouvez venir les consulter. Et donc, on a fait une analyse des comptes, notre trésorier s'est occupé de ça. Ces bateaux et ces flottes, et c'est très important, sont totalement déficitaires. La NEF a également analysé les comptes de certains armateurs sur plusieurs années, de 2002 à 2011, le premier armateur français, a regardé combien de subventions européennes avaient été allouées à cet armateur, a également analysé les détaxes sur le fioul, puisqu'on sait que ces activités payent le fioul moins cher. Et sur les résultats nets de l'entreprise, ils ont constaté qu'il y avait finalement une perte économique nette. Donc en additionnant ces coûts environnementaux et ces coûts qui sont liés aussi au fait que cette activité est extrêmement consommatrice de carburant, donc il y a un coût très élevé, ces coûts engendrés sont de 389 à 494 € par tonne de poisson pêché. Ça, c'est des coûts c'est des externalités, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans les factures, mais c'est ce que ça coûte à la société réellement. Et donc notre dernière intervenante, Madame Claire Nouvian, présidente de l'association Bloom. Aujourd'hui, la pêche profonde, ce n'est plus de la pêche, c'est de la captation de ressources publiques, communes, accessibles, qui permettent de faire une marge au niveau du groupe uniquement. L'activité de pêche des flottes industrielles est déficitaire, elle est chroniquement déficitaire. Surtout qu'on est face à un secteur qui est aujourd'hui encore faible sur le plan économique, qui est fortement subventionné. Et ce que nous disons, nous, c'est que les subventions, l'argent public, devraient être utilisés plutôt sur la reconversion et vers une pêche durable plutôt que pour entretenir, ne serait-ce que pour quelques années, une pêche qui n'est pas durable de toute évidence. Il en est de certaines pratiques de pêche comme de certaines pratiques agricoles. Ce sont non seulement des non-sens économiques, mais des non-sens écologiques. Elles n'existent que parce qu'elles sont subventionnées. Et donc, personne n'ose poser sur la table le montant global des subventions qui est accordé et de dire mais est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé autrement et mieux ? Sur la décennie, par exemple, des années 2000, on a payé 15 millions d'euros à la pêche en eau profonde en France. Donc, la réalité amère de cette pêche profonde, c'est que c'est nous qui finançons la destruction des océans profonds. Dans les 10% de zones maintenues à la pêche de grand fond, ce sont au minimum 758 navires, Madame la Commissaire, ce sont votre propre étude d'impact, selon la Commission donc, et des milliers de marins pêcheurs qui pourraient maintenir leur activité. En ces temps de chômage, la perte de ces emplois entraînerait certaines de nos régions, en Écosse, en Irlande, en France, en Espagne et au Portugal, vers le précipice. Merci. Une chose importante aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette pêcherie est aussi à forte valeur ajoutée par des emplois à terre, ne l'oublions pas, avec une valorisation de ces produits. Ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'emplois en Europe. La pêche en eau profonde est le navire amiral de la pêche et de la filière de l'amont à l'aval. Le Pays de l'Orient, c'est 3000 emplois à la pêche, 300 entreprises. Alors, c'est 3000 emplois, il y a 14 800 emplois sur la pêche dans toute la France, 3000 pour la pêche profonde. On a demandé les chiffres à PricewaterhouseCoopers, qui nous a répondu secret professionnel. Sauf que ce secret professionnel,
est utilisé dans les plus hautes instances des débats européens et par les députés européens. Nous, on a publié notre contre-étude et on est arrivé pour les emplois en mer et induits entre 88 et 340 d'emplois. Et voilà, et ça c'était une estimation haute des emplois pêche profonde. Il y a des techniques de pêche qui permettent de pêcher des espèces profondes, qui permettraient de créer 6 fois plus d'emplois. Ça s'appelle la palangre, des hameçons sur une ligne. C'est une technique qui est plus sélective, qui existe déjà. Et on créerait 6 fois plus d'emplois qu'avec le chalutage profond, qui est une des techniques de pêche qui a un ratio emploi-tonne de poissons pêchés parmi les plus faibles. C'était une vraie réalité, ça supprimait quelques emplois, quelques dizaines d'emplois, mais qu'on pouvait facilement compenser avec d'autres techniques de pêche, et l'Europe était là pour financer la reconversion des chalutiers en palangriers. On a demandé au ministre en charge de l'environnement de saisir officiellement le système halieutique, le système d'information halieutique de l'Ifremer. Et si on fait ça, on aura des informations transparentes sur lesquelles on arrêtera de discuter pendant des heures et des heures et des années pour savoir combien de bateaux pêchent en dessous de 400 mètres avec un chalut profond, en ciblant quelles espèces. Ces données existent, elles sont disponibles, il suffit d'aller les chercher. On sait très bien que l'industriel va aller voir le maire de Boulogne, pour ne pas le citer, et il va lui dire « Mais tu sais, si vous ne m'aidez pas, je vais aller ouvrir mon usine à tel... » Et tout est toujours comme ça. Et donc, il n'y a jamais un arbitrage au nom de l'intérêt général. On est toujours dans un chantage à l'emploi. Alors oui, bien sûr, il faut préserver l'emploi et il faut que les pouvoirs publics aident, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui. Il faut regarder qui crée vraiment à la fois de l'emploi durable et qui préserve ce qui sera l'avenir de notre modèle. On le voit bien, il y a un potentiel absolument incroyable d'un point de vue génétique, d'un point de vue biodiversité. Et c'est là qu'il faut créer les emplois. C'est pas quelques tonnes de protéines et des emplois qui vont pas durer, ils ne dureront pas dans la pêche profonde, qui vont résoudre les problèmes. On a beau essayer de faire passer quelque chose d'épouvantable pour quelque chose de joli, les gens sont quand même pas complètement des idiots, donc ça finit par sortir, et on a eu une très forte mobilisation de beaucoup de personnalités publiques autour de nous, des citoyens. Notre pétition a connu un succès absolument phénoménal, et ça a été la pétition la plus signée de l'histoire de France en matière écologique, donc on a eu ce succès incroyable. Eh bien, les lobbies, que font-ils pour contrecarrer, ou en tout cas pour essayer d'endiguer la puissance de la volonté des citoyens? Eh bien, ils jettent le discrédit. La mairie de Lorient, par exemple, a financé une enquête sur les ONG. Des mois plus tard, mais peu de temps après, on s'est rendu compte qu'était arrivé, comme par hasard, sur le tapis, en fait, une enquête sur les liens entre les ONG environnementales et les ONG américaines, avec toute une théorie du complot qui disait qu'en gros, les ONG françaises étaient à la solde des ONG américaines, qui elles-mêmes étaient à la solde des lobbies pétroliers. Et donc ils ont réussi à jeter le discrédit sur nos actions, en faisant passer nos motivations pour des motivations pécuniaires. Et évidemment, ça a trouvé de l'écho au niveau du secteur de la pêche. Les Français sont un petit peu de jugeotes, donc les médias quand même n'ont pas repris trop ce genre d'affabulation. Mais ça a quand même existé. Et donc on a prêté aux ONG un pouvoir démentiel, avec des moyens démentiels, alors que nous on publie notre budget sur notre site internet, et que évidemment il n'a rien à voir avec tous ces lobbies qui, eux, sont liés à une industrie. En France, le débat sur la pêche en eau profonde prend de l'ampleur depuis la parution de cette bande dessinée publiée sur le blog de l'illustratrice Pénélope Bagieux. Avec des dessins colorés et des textes pleins d'humour, l'auteur dénonce cette méthode de pêche massive aux effets dévastateurs sur l'écosystème. Alors je sais bien, on connaît les ONG qui distribuent des BD, font du bazar sur Internet et ont beaucoup de moyens et beaucoup d'argent. Ce serait intéressant de regarder d'ailleurs d'où vient cet argent. Nous avons depuis un certain nombre d'années une évolution qui vient peut-être un petit peu parasiter ce débat et qui est celui de la montée en puissance des milieux environnementaux. Alors, il y a eu de nombreuses attaques, notamment de collectifs environnementaux, parce que les pêcheurs dragueraient une grande quantité de poissons et en rejetteraient pour simplement quelques poissons.
Non, alors ça, ce sont des affabulations d'un certain nombre d'ONG qui ont proféré un certain nombre de contre-vérités. La vérité, c'est que ces chalutiers gardent l'essentiel des poissons qu'ils pêchent parce qu'ils ciblent les poissons, ils ne vont pas pêcher n'importe quoi, ils n'ont pas envie de traîner un chalut pour garder 3% de ce qu'ils pêchent. Il y a eu, c'est vrai, une forte pression des activistes environnementalistes. Pour une part, tous les arguments n'étaient pas erronés. Malheureusement, il y avait aussi des simplifications, voire des caricatures à la limite, quand je dis à la limite, je suis gentille, du mensonge. I received a leaflet, and I think all MEPs did, from one particular NGO which claimed that deepwater trawling, if it's allowed to continue, would kill all marine life and even would wipe out future cures for cancer in human beings. That's the kind of over-the-top rubbish that people were being lobbied with. Certains députés européens se sont plaints d'avoir été envahis par la communication des ONG. Alors nous, on a trouvé ça plutôt drôle, parce que chez Bloom, pendant toute l'année 2013, nous étions 3 personnes. On met énormément de références puisqu'on est une toute petite ONG, donc on ne peut pas se permettre de dire des choses, on n'a pas le poids, on n'a pas d'autorité, autrement que justement d'utiliser des références qui sont, elles, robustes. On nous parle des ONG, on attaque les ONG, bien sûr. On n'est pas content, on attaque les ONG. Mais les ONG, figurez-vous que les ONG prennent un poids de plus important. Pourquoi? Parce que les ONG, vous avez cité la Pew, mais la Pew, elle sait écouter les scientifiques. Elle prend les travaux des scientifiques. Pew works based on facts, based on science, based on law, international law or EU law. And what Pew wants to see is the effective protection of deep sea species and habitats by including a phase out of the most destructive fishing gears. So what we are hoping to see is the Council now realizing, listening to the science, listening and following the legal requirements. À la conférence environnementale en 2013, les ONG ont obtenu en effet un engagement dans cet exercice de démocratie participative, que le gouvernement allait établir la position française sur ce règlement pêche profonde et donc sur l'interdiction du chalutage profond, en concertation avec les parties prenantes et notamment évidemment les associations de défense de l'environnement. Et malgré ça, la position qui est défendue par le ministre de la Pêche, qui est devenu secrétaire d'État à la Pêche, Frédéric Cuvillier, et la direction des pêches, qui est maintenant sous la tutelle du ministère de l'écologie, n'a pas bougé du tout. Et cette position, c'est simplement ce que désirent les industriels. Ils veulent qu'on gèle l'empreinte, c'est-à-dire que laissez-nous pêcher là où on pêchait, exactement comme avant, en fait que rien ne bouge. Voilà. Vous pouvez protéger là où on ne pêche pas, ça nous embête pas trop, mais laissez-nous pêcher comme on veut là où on pêche. Et pour cela, nous plaidons pour geler l'empreinte écologique des pêches profondes, en établissant une cartographie précise des zones de pêche et en limitant les pêches profondes aux zones actuellement exploitées. La solution qui a été exprimée par la représentante du ministère de l'écologie, et je m'étonne parce qu'on avait l'impression d'entendre plutôt la représentante de la pêche, vous avez parlé d'encadrer, de contrôler, d'une cartographie, mais on n'a même pas aujourd'hui de cartographie qui permette de protéger les zones côtières. The members of the parliament that are supporting the industry are claiming that their proposals will actually protect these ecosystems. But when you look at what they've actually proposed, the legislation that they are proposing, you realize there's very, very little substance to it. Le vote est ouvert. Nous allons procéder à une vérification électronique. Le vote est clos. Adopté. La pêche en eau profonde ne doit pas être interdite. C'est la position du Parlement européen. La Commission avait proposé une interdiction, mais la pression de la filière et en particulier des armateurs français a été très forte. Résultat, un Parlement européen divisé, l'interdiction a été rejetée à 16 voix près.
Les lobbies industriels, ils ont gagné une bataille, mais ils ont perdu la guerre. Les citoyens ne veulent pas de ces poissons-là. Ils veulent pas, de toute façon, globalement, manger des choses en pensant que ce qu'ils ingurgitent a contribué à une méthode d'extraction, quelle qu'elle soit, une méthode de culture qui est destructrice de l'environnement. Ça, en fait, ça marche plus. Donc on voit bien que les marques se sont positionnées. Casino, en premier, a annoncé le 2 décembre 2013 qu'ils arrêtaient de vendre des espèces profondes. Carrefour a annoncé la veille du vote du Parlement européen, le 9 décembre, que eux aussi cessaient la commercialisation des espèces profondes. Ensuite, Auchan, Système U a quasiment, donc c'est tous les Super U, etc., ils ont quasiment réduit à peau de chagrin les ventes d'espèces profondes dans leurs rayons. Donc en gros, il reste qui ? Il reste Intermarché, qui lui-même avait une flotte de pêche et qui a accepté d'arrêter de chaluter en dessous de 800 mètres de profondeur. C'est-à-dire que sous la pression publique, la demande des citoyens, le groupe qui est le plus concerné par l'activité de chalutage profond a accepté d'entendre cette demande citoyenne. Donc il reste Leclerc, qui ne bouge pas et qui ne répond et qui ignore de toute façon toujours les citoyens. On peut écrire toutes les lettres qu'on veut, on n'existe pas dans le radar de Leclerc, mais on voit bien que tous les autres ont bougé et que c'est une demande très forte des citoyens. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, c'est sûr. On ne peut pas rembobiner le film. Ce qui est important, là, dans les jours qui viennent, c'est de se fixer un cap, un horizon, un calendrier. Et puis on y va progressivement, mais on ne revient pas en arrière. Voilà. C'est ça qui est important. Ce qui manque à tout le monde et qui crée le désarroi là, dans lequel nous sommes, c'est une vision. Où est-ce qu'on veut aller ? Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. En matière de pêche, on pourrait très rapidement prendre un certain nombre de décisions. Il y a des choses en matière de basculement des régulations qui est plus compliqué, qui demande probablement un agenda. Mais il faut un cap, il faut une vision et un clapet anti-retour. Voilà. On a peut-être perdu 2 ans, 3 ans, donc il va y avoir des dégâts supplémentaires, mais ça sera interdit. On ne peut pas, ils ne pourront pas remonter ce handicap-là. On a politiquement gagné sur le fond, culturellement gagné. C'est pas comme si on recommençait complètement à zéro, mais quasiment. Avec les élections européennes et les résultats des élections européennes qui ont eu lieu en mai 2014, on va quand même devoir se battre. C'est-à-dire que là, on n'a quand même vraiment pas des alliés au Parlement européen. Tout est possible. Mais on va vraiment avoir besoin d'une forte mobilisation citoyenne. Donc la bataille continue. Et on a vraiment besoin des Français et d'ailleurs de tous les Européens avec nous. Il y a vraiment des grands défis qui demandent des décisions politiques difficiles pour les électorats, pour l'avenir. Mais là, interdire la pêche profonde au chalut, ça prend 5 minutes. Ça aura des effets extraordinaires pour préserver ces biotopes si précieux. Et ne pas la prendre, c'est une dévastation gratuite qui est inacceptable. European Union has an opportunity to really take a lead and inspire the rest of the world to take action as well. Our lives are on the line as well as the lives of the fish, because what harms the ocean harms our survival as well.